Mon neveu de 8 ans s'est présenté à ma porte en pleine nuit, en larmes, parce que son père l'avait mis à la porte. Suis-je fou d'envisager d'appeler les services sociaux? Je ne sais même pas par où commencer, et je m'excuse d'avance si ce texte est un désordre ou si je m'égare trop. J'ai 30 ans, je suis célibataire et je travaille de chez moi comme graphiste. Il y a environ 3 ans, j'ai eu la chance de trouver un appartement à louer à un prix décent, à seulement 3 pâtés de maison de chez ma sœur aînée, Rebecca, 34 ans, et de son mari Marcos, 36 ans. Nous avons toujours été très proches. Rebecca a été comme une seconde mère pour moi après le décès de nos parents il y a 10 ans, et son fils Léo, 8 ans, est la lumière de mes yeux. Pendant des années, leur dynamique familiale m'a semblé enviable. Marcos est un type que j'ai toujours bien aimé, travailleur, blagueur, le genre d'homme qui fait des barbecues le dimanche et joue au foot avec son fils dans le parc. Rebecca, de son côté, a toujours été l'organisatrice, celle qui maintient le navire à flot. Léo est un enfant sensible, très intelligent, du genre à préférer lire sur les dinosaures plutôt que de jouer à la bagarre, mais il a toujours été un enfant heureux. Du moins, c'est ce que je croyais. Depuis environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. C'était subtil au début. Les invitations à dîner le dimanche se sont faites plus rares. Quand j'allais leur rendre visite, je sentais une tension dans l'air, de celle qui vous donne la chair de poule, même si personne ne parle. Marcos ne blaguait plus avec moi, il passait son temps sur son téléphone ou répondait par monosyllabes. Rebecca semblait toujours fatiguée, avec des cernes profonds et un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Quand je leur demandais si tout allait bien, ils me donnaient des réponses vagues sur le stress au travail ou les caprices de l'âge de Léo. Je n'ai pas voulu insister. Je me suis dit que tous les couples traversent des passes difficiles et que, étant le frère célibataire qui n'a pas à se soucier d'hypothèque commune ni de frais de scolarité, je n'étais peut-être pas en position de juger. Mais ce qui s'est passé hier soir a franchi une ligne que je ne savais même pas exister. Il était 23h15. J'étais dans le salon, en train de finir un projet urgent avec une série en fond sonore pour ne pas m'endormir, quand j'ai entendu frapper à la porte. Ce n'étaient pas des coups normaux, ils étaient frénétiques, rapides, désespérés. J'habite au rez-de-chaussée, mais mon quartier est calme, donc ma première pensée a été qu'un voisin avait une urgence médicale. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti mon cœur s'effondrer. C'était Léo. Il était là, debout en pyjama, un simple t-shirt Spider-Man et un short, pieds nus, tremblant comme une feuille. Il faisait froid cette nuit-là, environ 12 degrés, et il avait un peu plu plus tôt, donc le sol était humide. Ses pieds étaient couverts de boue et son visage était trempé, un mélange de larmes, de morve et de l'humidité de la nuit. Je suis resté paralysé une seconde, incapable de comprendre pourquoi mon neveu de 8 ans était seul devant ma porte à cette heure. Léo, j'ai demandé, et en entendant ma voix, il s'est effondré. Il s'est jeté contre mes jambes et a commencé à sangloter d'une manière que je n'avais jamais entendue chez un enfant. C'était un sanglot guttural de pure panique. Je l'ai fait entrer immédiatement, j'ai fermé la porte à clé et je l'ai emmené sur le canapé. Je l'ai couvert d'une couverture et j'ai essayé de le calmer, mais il ne pouvait pas parler. Il était en hyperventilation. Il m'a fallu près de 20 minutes pour que sa respiration se normalise suffisamment pour que je puisse comprendre ce qu'il disait. Et quand il a parlé, j'ai senti une rage froide monter en moi. Il m'a raconté que ses parents s'étaient disputés. Encore, a-t-il dit. Ils ont commencé à se crier dessus dans la cuisine après le dîner. Léo était dans sa chambre, essayant de dormir, mais les cris étaient si forts qu'il a eu peur. Il est descendu parce qu'il a entendu quelque chose se casser, une assiette, un verre, il ne savait pas quoi, et il a pensé que quelqu'un s'était blessé. Je voulais juste qu'ils arrêtent, m'a-t-il dit d'une voix brisée, en reniflant. Je suis allé leur dire s'il vous plaît de ne plus crier. Papa est devenu tout rouge, il m'a attrapé par le bras et a dit que ce n'était pas mes affaires et que si je voulais agir comme un adulte en me mêlant de leurs problèmes, je pouvais voir ce qu'était le monde réel. Selon Léo, Marcos l'a traîné jusqu'à la porte d'entrée, l'a poussé dehors et a fermé à clé. Il a dit que c'était une punition, qu'il devait apprendre à respecter l'intimité des adultes. Il m'a dit de rester là jusqu'à ce qu'il décide que je pouvais rentrer. Je lui ai demandé pour Rebecca. Je lui ai demandé, et ta maman? Qu'est-ce qu'elle a fait, ta maman? Léo a baissé les yeux, honteux. Maman pleurait à table. Elle n'a rien dit, elle s'est juste couvert le visage. L'enfant a frappé à la porte de sa propre maison pendant 10 minutes.
personne ne lui a ouvert. Ils ont éteint les lumières de l'entrée. Léo, terrifié et frigorifié, a décidé de marcher les 3 pâtés de maison jusqu'à chez moi. 3 pâtés de maison qui ne sont rien pour un adulte, mais qui, pour un enfant de 8 ans, pieds nus, dans le noir et en pleurs, ont dû ressembler à un enfer. Il y a des chiens dans le voisinage qui aboient, il y a des ruelles sombres. N'importe quoi aurait pu lui arriver, n'importe quelle putain de chose. Quand il a fini de me raconter, mon instinct a été de prendre ma voiture, de foncer là-bas et de défoncer la porte de ma sœur. Mais j'ai regardé Léo. Il était épuisé, les yeux gonflés. Je ne voulais pas l'exposer à plus de violence. Cette nuit-là, je lui ai préparé un chocolat chaud, je l'ai laissé dormir dans mon lit, je suis resté sur le canapé et je me suis assuré qu'il sache qu'il était en sécurité. Je n'ai pas dormi du tout. J'ai passé la nuit à imaginer des scénarios, à repasser les 6 derniers mois, à chercher des signes que j'aurais manqués. À 7 heures du matin, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Rebecca. Je n'ai pas répondu les 2 premières fois. À la 3e, j'ai décroché. Léo est avec toi. Ce fut la première chose qu'elle a dite. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré ou fumé toute la nuit. Même pas un « bonjour » ou un « comment vas-tu » ? Oui, ai-je dit, en essayant de garder mon calme pour ne pas réveiller l'enfant. Il est là. Il est arrivé hier soir, terrifié, pieds nus et gelé. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête, Rebecca ? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis un long soupir. Écoute, ça on a perdu le contrôle. Marcos était très stressé. On avait bu un peu de vin. Léo était insolent. Il s'est mêlé d'une discussion d'adultes et Marcos a voulu lui donner une leçon. Il allait juste le laisser dehors 5 minutes pour qu'il se calme. Mais Léo est parti en courant. On est sorti le chercher au bout de 10 minutes et il n'était plus là. On a imaginé qu'il était venu chez toi parce que c'est le seul endroit qu'il connaît. 5 minutes, j'ai failli crier. J'ai dû baisser la voix. Rebecca, il est arrivé ici en état de choc. Il a dit que Marcos avait éteint les lumières. Il a dit que tu n'avais rien fait. Dans quel univers est-ce une leçon ? C'est de la maltraitance. N'utilise pas ce mot, m'a-t-elle coupé d'un ton défensif qui m'a glacé le sang. Tu ne sais pas ce que c'est d'élever un enfant. Parfois, il faut une main de fer. Marcos est un bon père. Il a juste perdu son sang-froid un instant. Ça ne se reproduira plus. S'il te plaît, ramène-le à la maison. Il a école dans 1 heure. J'ai refusé de le ramener. Je lui ai dit que Léo resterait avec moi ce jour-là, que je dirais à l'école qu'il était malade. Elle a insisté. Puis elle s'est mise à pleurer, disant que si je ne le ramenais pas, Marcos serait encore plus en colère et que je faisais toute une histoire pour rien. Finalement, nous avons convenu que je le ramènerais dans l'après-midi, quand Marcos ne serait pas là, pour pouvoir lui parler seul à seul. J'ai ramené Léo chez lui à 16 heures. Marcos n'était pas là, heureusement. La maison était impeccable, comme si rien ne s'était passé, mais l'atmosphère était lourde. Rebecca avait les yeux rouges et évitait mon regard. Elle a serré Léo dans ses bras, mais il est resté raide, sans lui rendre son étreinte. Cela m'a brisé le cœur plus que tout le reste. J'ai essayé de lui parler dans la cuisine pendant que Léo regardait la télévision. Rebecca, ce n'est pas normal. Marcos ne peut pas faire ça. Si un voisin l'avait vu, si la police était passée. Je sais. D'accord, a-t-elle murmuré agressivement. On en a déjà parlé. Il est désolé. Il est sous une pression énorme au travail. Il m'a promis que ça n'arriverait plus. Mais toi, tu ne peux pas aller raconter ça partout. Les gens ne comprendraient pas. Ne détruis pas notre famille pour un malentendu d'une nuit. Je suis parti de là avec un nœud dans l'estomac. J'ai l'impression d'avoir laissé mon neveu dans la gueule du loup. J'ai donné à Léo un vieux téléphone que j'avais, un prépayé, et je lui ai dit de le cacher et de m'appeler s'il avait peur, à n'importe quelle heure. Il m'a regardé avec une gratitude qu'un enfant de 8 ans ne devrait pas avoir à montrer. Maintenant, je suis assis ici, devant mon ordinateur, incapable de travailler. Une partie de moi veut croire ma sœur. Elle veut croire que c'était une erreur isolée, une nuit d'alcool et de stress. Mais la froideur des derniers mois, le changement chez Léo, tout me dit que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Que dois-je faire ? Si j'appelle les services sociaux,
je pourrais détruire la vie de ma sœur et envoyer Léo en famille d'accueil s'il décide que je ne suis pas apte. Je suis un homme célibataire, je travaille en freelance. Je ne sais pas comment ces choses fonctionnent. Mais si je ne fais rien et que quelque chose de pire arrive, je ne me le pardonnerai jamais. Ma sœur dit que je dramatise. Suis-je le méchant pour ne pas vouloir laisser passer ça comme une simple punition? Modification. Merci à tous pour vos réponses si rapides. Je lis tout. Beaucoup me disent que j'aurais dû appeler la police dès que Léo est arrivé à ma porte. Je sais. Rétrospectivement, je sais que c'était une erreur de ne pas le faire, mais à ce moment-là, en le voyant trembler, je n'ai pensé qu'à le réchauffer et le protéger. Et honnêtement, l'idée de voir ma sœur arrêter m'a paralysé. Ne me jugez pas pour ça. J'ai juste essayé de gérer ça en famille. Certains posent des questions sur le téléphone que j'ai donné à Léo. C'est un vieux smartphone, mais j'y ai installé WhatsApp et je lui ai appris à m'envoyer sa localisation. Je lui ai dit de le garder en silencieux et de le cacher au fond de son sac d'école ou sous son matelas. Je vais essayer de documenter tout ce que je peux. Je ne sais pas si Marcos sait que Léo est venu chez moi ou si Rebecca le lui a dit, mais j'ai peur de représailles contre l'enfant. Je suis sur le qui-vive, le téléphone allumé 24h24. Mise à jour 1. Bonsoir à nouveau. Près d'une semaine s'est écoulée depuis ma publication originale et, alors que je pensais que les choses allaient soit se calmer, soit exploser immédiatement, ce qui s'est produit est bien plus inquiétant, un silence absolu et une normalité feinte qui me met les nerfs à vif. Après avoir déposé Léo chez lui cet après-midi-là, je n'ai eu aucune nouvelle d'eux pendant 48 heures. J'ai envoyé des messages à Rebecca pour demander comment ils allaient. Des messages anodins pour ne pas éveiller les soupçons de Marcos au cas où il vérifierait son téléphone, ce que je soupçonne maintenant. Tout va bien, on dîne tranquillement, fut sa seule réponse le mardi soir. Mercredi, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je suis allé chez eux sous le prétexte de rendre un Tupperware que j'avais depuis des mois. Une excuse stupide, je sais, mais j'avais besoin de voir Léo. Quand j'ai sonné, c'est Marcos qui a ouvert. Je m'attendais à le voir repentant ou peut-être sur la défensive et en colère, mais ce que j'ai trouvé était d'une normalité terrifiante. Il m'a ouvert avec un large sourire, en tenue de travail, comme s'il était le même super beau-frère d'il y a un an. « Mec, quelle surprise !» a-t-il dit en me donnant une tape dans le dos que j'ai sentie un peu plus forte que nécessaire. « Entre, on allait justement goûter. » Je suis entré en me sentant comme un espion en territoire ennemi. La maison sentait le café et le gâteau. Rebecca était dans la cuisine en train de couper des fruits. Léo était à la table de la salle à manger, en train de faire ses devoirs. Tout ressemblait à une scène de catalogue Ikea, parfaite et lumineuse. Mais il y avait des détails, de petits détails que mon cerveau paranoïaque, ou peut-être mon cerveau maintenant éveillé, a commencé à capter. Premièrement, Léo n'a pas couru me saluer. Normalement, dès que j'entre, il laisse ce qu'il fait et vient me raconter son dernier jeu vidéo ou dessin. Cette fois, il a juste levé les yeux, m'a regardé une seconde avec une expression indéchiffrable, a regardé son père, puis a rabaissé les yeux sur ses cahiers. « Salut champion », lui ai-je dit en m'approchant de la table. « Salut tonton », a-t-il murmuré sans lever la tête. Deuxièmement, Rebecca. Elle coupait des pommes avec une précision mécanique. Quand je me suis approché pour la saluer d'un baiser sur la joue, j'ai remarqué qu'elle sentait très fort un parfum floral, mais en dessous, il y avait une odeur de vin. Il était 17h un mercredi. De plus, elle portait un pull à col roulé, malgré le chauffage assez fort. Mon esprit s'est immédiatement tourné vers le pire. Des bleus. « Comment ça va ?» ai-je demandé en essayant de paraître décontracté, adressant la question à la pièce en général. « À merveille », a répondu Marcos, s'asseyant en bout de table et croquant dans une pomme. « On a eu une petite discussion de famille l'autre jour, n'est-ce pas, Léo ? Sur les limites et le respect. Je crois qu'on est tous sur la même longueur d'onde maintenant. » Léo a hoché légèrement la tête sans cesser d'écrire. J'ai soudain eu la nausée. La façon dont Marcos l'a dit, avec cette voix douce mais chargée d'avertissement, m'a confirmé que ce qui s'était passé cette nuit-là n'était pas un dérapage, mais une démonstration de pouvoir. « Ça me fait plaisir », ai-je dit en forçant un sourire. « Dis, Marcos, je voulais te demander si ça t'ennuierait que j'emmène Léo au cinéma samedi. Ils sortent ce film de super-héros qu'il voulait voir. » « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée », m'a interrompu Marcos avant que je puisse finir.
Son sourire n'a pas faibli, mais ses yeux sont devenus froids. Léo est puni de sortie récréative pour un certain temps. Il doit se concentrer sur ses études et son comportement à la maison, n'est-ce pas, Rebecca? Rebecca s'est retournée depuis le plan de travail. Ses mains tremblaient légèrement en posant l'assiette sur la table. Oui, il vaut mieux qu'il reste à la maison ce week-end. Peut-être la semaine prochaine. J'ai essayé de protester, de dire que j'avais déjà acheté les billets. C'était un mensonge. Mais Marcos a été inflexible. Pas de cris. Pas de violence. Juste un refus ferme et poli qui rendait toute discussion impossible sans passer pour l'agresseur. Je suis resté une vingtaine de minutes de plus, mais l'ambiance était irrespirable. Chaque fois que j'essayais d'établir un contact visuel avec Léo, il regardait ailleurs. Avant de partir, j'ai demandé à utiliser les toilettes. C'était mon occasion. En passant par le couloir vers la salle de bain, je me suis arrêté devant la porte de la chambre de Léo. La porte était entr'ouverte. J'ai regardé le cadre. Il y avait de nouvelles marques sur le bois. Des marques comme s'ils avaient installé quelque chose récemment et l'avaient enlevé ou modifié. Et c'est là que je l'ai vu. Sur la partie extérieure du cadre, à hauteur d'adulte, il y avait des trous de vis fraîchement mastiqués et repeints, mais la peinture était encore fraîche et d'une teinte légèrement différente du reste du mur. Ils avaient mis un verrou. Un verrou à l'extérieur. Ils l'ont probablement enlevé parce qu'ils savaient que je viendrais, ou peut-être qu'ils ne le mettent que la nuit. Mais la preuve physique qu'ils enferment mon neveu dans sa chambre était là, mal dissimulée. Je suis sorti des toilettes le cœur battant à tout rompre. J'ai pris congé rapidement. En sortant, Marcos m'a accompagné à la porte. Et, m'a-t-il dit à voix basse, juste avant de fermer. Rebecca m'a dit que Léo était venu chez toi l'autre soir. J'apprécie que tu aies pris soin de lui, vraiment. Mais la prochaine fois, appelle-moi directement, pas Rebecca. Elle devient très nerveuse et dramatise tout. Entre hommes, on se comprend mieux, n'est-ce pas? J'ai ressenti un profond dégoût. Je voulais le frapper, je voulais lui crier dessus, mais j'ai simplement hoché la tête et je suis parti. Maintenant, je suis chez moi, à passer en revue les options. Ces trous dans la porte confirment que c'est systématique. Le comportement de Léo est celui d'un enfant qui a peur de faire un faux pas. Rebecca est soit contrôlée, soit trop terrifiée pour agir. J'ai commencé à enregistrer un journal vocal avec tout ce que je vois et me souviens. J'ai pris des photos des SMS, même s'ils ne disent pas grand-chose. Mais j'ai besoin de preuves réelles. Si j'appelle les services sociaux maintenant, avec seulement « mon neveu est venu pleurer une nuit et j'ai vu du mastic sur une porte », Marcos est si charmant qu'il pourrait les retourner. Il dira que l'enfant est somnambule et que c'est pour ça qu'il y a un verrou, une excuse courante, ou que je suis un beau-frère jaloux. J'ai besoin de parler à Léo seul. J'ai besoin de savoir s'il utilise le téléphone que je lui ai donné. Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun message. J'ai peur que Marcos l'ait trouvé. Ce matin, cependant, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai vérifié ma boîte aux lettres et j'ai trouvé une enveloppe blanche sans expéditeur. À l'intérieur, un papier arraché d'un cahier d'écolier avec l'écriture de Rebecca, hâtive et à peine lisible. Ne viens plus pendant un certain temps, s'il te plaît. C'est pire quand tu pars. Fais-moi confiance. Je maîtrise la situation. Si tu insistes, il nous interdira de te voir pour toujours. Je maîtrise la situation. Cette phrase me fait plus peur que toute autre chose, parce qu'il est clair qu'elle ne maîtrise rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle le protège, lui, ou essaie-t-elle de me protéger, moi? Ou est-ce une façon de me tenir à l'écart pour que je ne découvre pas quelque chose de pire? Je vais essayer de contacter Léo via son compte de jeux vidéo. Nous jouons parfois en ligne, sur Roblox. Marcos ne connaît pas grand-chose à la technologie. Peut-être qu'il n'a pas pensé à lui interdire ça ou à vérifier le chat du jeu. Si Léo se connecte, j'essaierai de lui parler par là. J'ai très peur que le temps que Rebecca me demande soit le temps dont Marcos a besoin pour faire quelque chose d'irréversible. Mise à jour 2. Merci pour les centaines de messages et de conseils suite à la mise à jour précédente. J'ai lu chaque commentaire, de ceux qui me suggèrent d'appeler la police immédiatement à ceux qui me disent de faire attention aux lois sur la diffamation. La vérité, c'est que ma tête est en plein chaos, mais au moins, je ne me sens plus aussi seul dans cette histoire. 10 jours se sont écoulés depuis ma dernière publication,
et les choses sont passées de préoccupantes à terrifiantes d'une manière très subtile et tordue. Comme je l'ai mentionné, Rebecca m'a laissé cette note me demandant de m'éloigner. J'ai décidé de respecter son espace physique pendant quelques jours pour ne pas aggraver les choses pour elle, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés concernant Léo. Je me suis souvenu que nous jouions parfois à Roblox ensemble. Il a un compte sur la tablette qu'il utilise pour l'école. Apparemment, Marcos ne la lui a pas retiré car il en a besoin pour ses devoirs. Je me suis connecté 3 nuits de suite, attendant de voir le point vert à côté de son nom d'utilisateur. Rien. J'étais sur le point d'abandonner quand, dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2h30 du matin, le point s'est allumé. Mon cœur a fait un bond. Je lui ai écrit immédiatement dans le chat privé du jeu, « Léo, tu es là ? C'est tonton. » J'ai attendu 2 minutes qui ont semblé des heures. Je voyais les 3 petits points apparaître et disparaître, comme s'il écrivait et effaçait. Finalement, tonton, je peux pas parler beaucoup. Papa a mis une caméra dans le couloir. J'ai senti un froid soudain dans le ventre. Une caméra à l'intérieur de la maison. Tu vas bien ? Il te traite bien ? Tu as utilisé le téléphone que je t'ai donné ? Le téléphone est caché dans mes Legos. Il n'a plus de batterie et j'ai peur de le charger. Papa fouille ma chambre tous les jours avant de partir au travail. Il cherche des choses qui ne devraient pas être là. Pourquoi es-tu réveillé à cette heure ? J'ai faim. Ils ne m'ont pas laissé dîner parce que je n'ai pas fini mes exercices de maths à temps. Papa dit que la nourriture, c'est pour ceux qui font des efforts. J'ai lu ce message 3 fois. Privation de nourriture. C'est de la maltraitance infantile, un cas d'école. Mes mains tremblaient sur le clavier. Léo, écoute-moi. Je vais venir te chercher. Ce n'est pas normal. Non, s'il te plaît, non. Si tu viens, papa va se fâcher contre maman. L'autre soir, il lui a beaucoup crié dessus parce que tu es venu. Il a dit qu'elle ne sait pas contrôler sa famille. Si tu viens. Il va m'enlever la tablette et je ne pourrai plus jamais te parler. Tu as promis de ne rien dire. Je me sentais piégé. L'enfant était plus préoccupé par la protection de sa mère et de sa seule voie d'évasion, la tablette, que par sa propre sécurité. Avant que je puisse répondre, il s'est déconnecté. J'ai passé le reste de la nuit éveillé. Le lendemain, j'ai décidé que la stratégie d'attente était terminée. J'avais besoin de preuves tangibles qu'il l'affamait ou le maltraitait pour pouvoir aller à la police avec quelque chose de solide, pas seulement des captures d'écran d'un jeu qu'il pourrait rejeter comme une fantaisie d'enfant. Mais c'est alors que Marcos a franchi une nouvelle étape. J'ai reçu un appel de Rebecca le jeudi après-midi. Sa voix était étrangement enjouée, presque maniaque. « Petit frère, comment vas-tu ? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Marcos dit que tu lui manques et qu'il se sent mal pour le malentendu de l'autre jour. Il veut t'inviter à un barbecue ce samedi. Juste nous, pour aplanir les différends. Je savais que c'était un piège ou une mise en scène. Marcos dit, Marcos veut. » Rebecca ne parlait plus en son nom propre. Mais j'ai accepté. J'avais besoin de voir Léo. J'avais besoin de voir s'il avait perdu du poids, s'il avait des marques. Je suis arrivé le samedi à 13h. Le décor était parfait. Marcos était dans le jardin avec un tablier ridicule qui disait « Le roi du grill » en train de retourner des hamburgers. Il y avait de la musique. Rebecca préparait de la salade. Léo était assis sur une chaise de jardin, les mains sur les genoux, regardant dans le vide. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés une seconde, mais il a immédiatement regardé son père. « Salut Léo » ai-je dit en m'approchant pour le serrer dans mes bras. En le touchant, j'ai senti à quel point il était maigre. Il a toujours été un enfant mince, mais c'était différent. On sentait ses omoplates à travers son t-shirt. Il m'a rendu l'étreinte faiblement et m'a murmuré à l'oreille, si bas que je l'ai à peine entendu, « J'ai le téléphone, il est chargé. Regarde après. » Je me suis écarté et lui ai fait un clin d'œil. Marcos s'est approché avec une bière à la main et ce sourire de requin. « Content que tu sois venu, » a-t-il dit en me tendant la bouteille. Écoute, je sais que je suis un peu strict. J'ai grandi avec un père militaire, tu sais. Je crois en la discipline. Mais j'aime ce gamin. Je veux juste qu'il soit un homme fort, pas une mauviette qui se brise à la moindre difficulté. Il a 8 ans, Marcos,
ai-je répondu en essayant de garder mon calme. Il n'a pas besoin d'être un homme tout de suite, il doit être un enfant. Marcos a laissé échapper un rire sec. Le monde n'attend pas, beau-frère. Le monde te bouffe si tu es faible. Mais bon, ne parlons pas de politique. Mangeons. Le repas a été une torture. Marcos a servi à Léo un hamburger, mais sans pain, sans fromage, sans sauce. Juste la viande et un peu de laitue. Régime de champion, a dit Marcos en voyant mon visage surpris. On supprime le sucre et les glucides. Ça le rendait hyperactif et désobéissant. Depuis qu'on a changé son alimentation, il est beaucoup plus docile. Rebecca mangeait en silence, buvant du vin comme si c'était de l'eau. J'ai remarqué qu'elle avait un bleu mal maquillé sur le poignet gauche. Quand je lui ai demandé, profitant que Marcos était aux toilettes, elle m'a dit qu'elle s'était cognée contre la porte du four. Le mensonge classique. Rebecca, s'il te plaît, lui ai-je murmuré. Laisse-moi prendre Léo quelques jours. Dis que c'est pour t'aider. Dis n'importe quoi. Elle m'a regardé avec des yeux vitreux. Je ne peux pas. Il dit que si Léo quitte la maison, on perdra le contrôle de son éducation. Il dit que tu es une mauvaise influence parce que tu es, elle a baissé la voix, parce que tu es célibataire et trop mou. Il pense que tu vas le rendre, tu sais, je suis resté glacé. Ce n'était pas seulement de la violence physique, c'était une idéologie toxique et délirante que Marcos mettait en œuvre. Le déjeuner s'est terminé sans incident majeur, mais la tension était palpable. Avant de partir, j'ai réussi à glisser à Léo une barre de chocolat que j'avais dans ma poche. Je l'ai fait rapidement dans le couloir pendant que Marcos disait au revoir à des voisins. Léo l'a caché dans son sous-vêtement avec une dextérité qu'aucun enfant ne devrait posséder. Je suis parti de là avec la certitude que je devais agir, et vite. Mais je ne savais pas que la preuve ultime arriverait cette nuit-là. À 23h30, mon téléphone a vibré. C'était une notification WhatsApp du numéro prépayé que j'avais donné à Léo. Ce n'était pas un message texte, c'était un fichier audio. Un audio de 12 minutes. J'ai mis mes écouteurs, et ce que j'ai entendu m'a fait vomir. J'ai littéralement dû courir aux toilettes. L'audio commence avec un bruit de frottement, comme si le téléphone était dans une poche ou sous un lit. Puis on entend des pas lourds. La voix de Marcos, claire et puissante. Je t'ai dit que je ne voulais pas te voir pleurer. Les hommes ne pleurent pas pour des bêtises. Tu as mal? Eh bien, endure. On entend un coup sec. Je ne sais pas si c'est un coup contre un mur, un meuble ou Léo. Puis la voix de Léo, étouffée, essayant de ne pas sangloter. Pardon, papa. Je ne le referai plus. Il ne s'agit pas d'être désolé, il s'agit de comprendre. Ton oncle t'empoisonne l'esprit avec ses idées que tout est facile. Tu crois qu'il va te sauver? Il ne peut même pas prendre soin de lui-même. Regarde-le, 30 ans et seul. C'est ça que tu veux être, un perdant? On entend Rebecca entrer dans la pièce. Sa voix est pâteuse. Marcos, laisse-le maintenant. Il est 23h. La ferme, toi aussi, crie Marcos. Le son est si fort que le micro du téléphone sature. C'est de ta faute s'il est si mou. Tu le couvres trop. Va dans ta chambre où je te jure que tu vas le regretter. On entend les sanglots de Rebecca s'éloigner. Puis Marcos se remet à parler à Léo, mais cette fois d'une voix murmurée qui est 1000 fois plus terrifiante que les cris. Tu vas dormir par terre cette nuit, Léo. Sans couverture. Pour que tu apprennes à apprécier ce que je te donne. Et demain, on aura une longue discussion sur cette barre de chocolat que tu croyais que je n'avais pas vue. Tu me prends pour un imbécile? Je vois tout. L'audio se termine par le bruit d'une porte qui se ferme et les pleurs silencieux de Léo pendant les 4 dernières minutes, jusqu'à ce que l'enregistrement s'arrête. Je tremble en écrivant ceci. Marcos savait pour le chocolat. Il savait que je le lui avais donné. Il m'a laissé le faire juste pour avoir une excuse pour le punir ensuite. C'est un psychopathe calculateur. J'ai l'audio. J'ai la preuve. Il est 3h du matin maintenant. J'ai fait une copie de sauvegarde du fichier dans le cloud et je l'ai envoyé à mon meilleur ami au cas où il m'arriverait quelque chose, à moi ou à mon téléphone. Je me fiche que ma sœur me déteste. Je me fiche de briser la famille. Cet homme est un monstre et mon neveu est en danger imminent.
Je vais au commissariat à la première heure demain matin avec l'audio. Je ne vais pas attendre les services sociaux. C'est une urgence. Mais j'ai peur d'une chose. Marcos est avocat. Je ne l'ai pas mentionné avant pour ne pas donner trop de détails, mais il connaît le système, il sait comment manipuler les mots. S'il prétend que l'audio est sorti de son contexte, s'il dit que c'était un jeu de rôle ou une autre stupidité du genre j'ai besoin de savoir quoi dire exactement pour qu'il ne m'ignore pas. Quelqu'un a-t-il de l'expérience avec ça? Devrais-je y aller seul ou essayer d'emmener Rebecca, même si je sais que c'est impossible? Je ferai une mise à jour dès que je sortirai de la police. Souhaitez-moi bonne chance. Si je ne réécris pas dans 24 heures, eh bien, espérons qu'on n'en arrivera pas là. Modification 1. Certains me disent d'aller à la police tout de suite. Le problème est que dans ma ville, je ne suis pas aux États-Unis, les commissariats de quartier à cette heure n'ont que quelques officiers de garde qui ont tendance à rejeter les conflits domestiques s'il n'y a pas de sang visible. On m'a conseillé d'attendre l'équipe du matin, où se trouve l'unité de protection de la famille. Je surveille la maison de ma sœur depuis ma voiture, garée à un demi-pâté de maison. Je vois les lumières éteintes. Si j'entends un seul cri, j'entre, en brisant la fenêtre s'il le faut. Modification 2. Je viens de voir la voiture de Marcos partir. Il est 4h15 du matin. Où va-t-il à cette heure? J'hésite entre le suivre ou courir à la maison pour sortir Léo et Rebecca. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur et je ne sais pas quelle est la bonne décision. Mise à jour 3. J'écris ceci depuis la salle de bain d'un motel de bord de route, à environ 40 km de la ville. Mes mains n'ont pas cessé de trembler depuis 6 heures. Léo dort dans le lit, enfin calme. Et ma sœur Rebecca est assise par terre, fixant le mur sans parler. J'ai peur que si j'arrête d'écrire, je vais paniquer complètement. Comme je l'ai dit dans ma dernière modification, j'ai vu Marcos partir en voiture à 4h15 du matin. Je ne sais pas où il allait. Peut-être acheter des cigarettes, peut-être rencontrer quelqu'un, ou peut-être juste faire un tour pour calmer sa fureur après avoir crié sur sa famille. Je m'en fichais. À ce moment-là, j'ai su que c'était ma seule chance. Si j'attendais le matin, les heures de bureau de la police, il serait de retour à la maison avec son costume d'avocat et sa façade parfaite, et je ne pourrais rien faire. J'ai attendu 2 minutes pour m'assurer qu'il ne revenait pas. Puis je suis sorti de ma voiture et j'ai couru vers la maison. J'ai un double de la clé d'entrée que Rebecca m'a donnée il y a des années, au cas où. Je n'aurais jamais pensé l'utiliser pour ça. Mes mains transpiraient tellement que j'ai failli laisser tomber la clé. Quand j'ai réussi à ouvrir la porte principale, le silence dans la maison était sépulcral. En entrant, ça sentait l'alcool ranci et l'eau de Javel, un mélange qui m'a retourné l'estomac. Je suis allé directement à la chambre de Rebecca. Elle était réveillée, assise sur le lit dans le noir. Quand elle m'a vu entrer, elle a poussé un cri étouffé. « Chut, c'est moi » ai-je murmuré en allumant la lampe de poche de mon téléphone. Marcos est parti. On doit partir, maintenant. Rebecca m'a regardé avec une terreur pure. Elle avait la lèvre fendue et l'œil gauche enflé. Non, non, non. S'il la prend, il nous tue. Il est parti au bureau chercher des papiers. Il revient dans 20 minutes. Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Je ne pars pas sans Léo, lui ai-je dit en la saisissant par les épaules. Elle tremblait violemment. Rebecca, il t'a frappé. Il a torturé ton fils. J'ai l'audio. J'ai tout. Partons. Elle a secoué la tête, paralysée par la peur. Je l'ai laissé là une seconde et j'ai couru à la chambre de Léo. Le verrou extérieur était mis. Ce maudit verrou que j'avais vu l'autre jour était fermé à clé. Je n'avais pas le temps de la chercher. Je suis allé dans la cuisine, j'ai attrapé un tournevis dans le tiroir à outils que, ironiquement, Marcos garde parfaitement rangé, et je suis revenu en courant. Il m'a fallu 3 essais et beaucoup de force brute pour faire sauter le cadre de la porte. Le bois a craqué bruyamment. Si Marcos avait été à proximité, il m'aurait entendu. Quand la porte s'est ouverte, la lumière du couloir a éclairé la pièce. Il n'y avait pas de lit. Le matelas était dressé contre le mur. Léo était recroquevillé sur le sol, sur la fine moquette, sans couverture, grelottant de froid. Il ne portait que ses sous-vêtements. Il y avait une odeur indubitable dans l'air. De l'urine. Le pauvre enfant s'était uriné dessus,
probablement de peur ou parce qu'on ne le laissait pas sortir pour aller aux toilettes, et il gisait là, dans sa propre saleté, puni comme un animal. « Tonton » a-t-il murmuré d'une voix brisée. Il avait les yeux si gonflés qu'il pouvait à peine les ouvrir. J'ai enlevé ma veste et je l'ai enveloppé avec. Je l'ai soulevé dans mes bras. Il pesait si peu. Mon Dieu, il pesait si peu. C'est fini, champion. On s'en va. C'est terminé. Je suis sorti dans le couloir avec Léo dans mes bras. Rebecca était à la porte de sa chambre, nous regardant. Rebecca, soit tu viens maintenant, soit tu restes ici pour lui expliquer pourquoi son fils n'est plus là, lui ai-je dit avec la voix la plus dure que j'ai jamais utilisée de ma vie. Mais Léo ne passe pas une minute de plus dans cette maison. Quelque chose dans son regard a changé en voyant Léo dans mes bras, sale et brisé. C'est comme si elle se réveillait d'une transe. Elle a couru, a attrapé son sac et les clés de sa voiture au nom, celle de Marcos, et nous a suivis. Nous sommes montés dans ma voiture. J'ai laissé la sienne là pour ne pas éveiller les soupçons qu'elle avait fui. Je voulais que ça ait l'air que je l'avais forcée, si nécessaire, pour la protéger de la colère de Marcos. J'ai conduit sans but précis pendant 1 heure, regardant constamment dans le rétroviseur, m'attendant à voir les phares de la voiture de Marcos nous poursuivre. Nous sommes arrivés à ce motel à 6 heures du matin. La première chose que j'ai faite a été de mettre Léo sous une douche chaude. Pendant que je le lavais, j'ai vu les bleus. Pas seulement sur les bras. Il avait des marques dans le dos et sur les cuisses. Des marques de ceinture. Je me suis assis sur le sol de la salle de bain et j'ai pleuré pendant qu'il enfilait un de mes t-shirts, qui lui allait comme une robe. Ensuite, j'ai acheté toute la nourriture du distributeur automatique et quelques sandwichs à la réception. Léo a mangé comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des semaines. Rebecca n'a pas touché une miette. Elle regarde juste son téléphone, éteint sur la table. C'est là que les choses se compliquent légalement. À 9 heures du matin, j'ai rallumé mon téléphone, que j'avais éteint au cas où on nous traquerait, pour appeler un ami avocat de la famille. Dès qu'il s'est connecté au réseau, les notifications ont commencé à affluer. 15 appels manqués de Marcos. 3 appels d'un numéro inconnu. Et un message vocal de Marcos. Je sais que tu l'as. Je sais que tu es entré chez moi. J'ai les caméras, imbécile. Je viens d'appeler la police. J'ai porté plainte contre toi pour enlèvement de mineurs et violation de domicile. Si tu ne ramènes pas mon fils et ma femme dans 30 minutes. Je te jure que tu vas pourrir en prison. Rebecca, si tu entends ça, tu as 30 minutes pour dire qu'il t'a forcé. Enlèvement. Marcos est avocat, il sait exactement sur quel bouton appuyer. Il n'a pas signalé une femme en fuite, il a signalé un beau-frère instable qui a fait irruption chez lui en pleine nuit et a emmené sa famille. J'ai appelé mon ami avocat. Il m'a dit que la situation était critique. Techniquement, je suis entré sans permission, même si j'avais une clé, j'ai cassé la porte de la chambre et j'ai emmené un mineur sans le consentement du père. Mais c'est un grand mais j'ai la mère avec moi. Si Rebecca déclare qu'elle est partie de son plein gré et qu'elle a emmené l'enfant pour le protéger, l'accusation d'enlèvement tombe, m'a dit mon avocat. Mais si elle hésite, si elle dit que tu l'as forcé, t'es foutu, mon pote. J'ai regardé Rebecca. Elle était sur le lit, caressant les cheveux de Léo. Rebecca, lui ai-je dit doucement. Marcos a appelé la police. Il dit que je vous ai kidnappé. J'ai besoin qu'on aille au commissariat et que tu dises la vérité. Que nous sommes partis parce qu'il nous bat. Elle a levé les yeux. La terreur était gravée sur son visage. C'est un avocat, mon frère. Il connaît les juges, il connaît les policiers. Il va dire que je suis folle. Il va dire que tu es un drogué ou quelque chose comme ça. Il gagne toujours. Toujours. Non, pas cette fois, lui ai-je dit en lui montrant le téléphone. J'ai l'audio d'hier soir. J'ai les photos du dos de Léo. J'ai ton œil au beurre noir. On va d'abord à l'hôpital pour faire constater les blessures. Ensuite, à la police. Elle a hoché la tête, mais je ne suis pas sûr qu'elle tiendra sous la pression. Marcos l'a mentalement détruite. Nous sommes sur le point de partir pour l'hôpital général du district, qui est en dehors de la juridiction immédiate de notre zone, en espérant éviter tout policier ami de Marcos. Mon avocat nous y rejoindra. J'ai peur qu'on nous arrête en chemin. J'ai peur que Marcos apparaisse.
mais par-dessus tout, j'ai peur que Rebecca se rétracte au dernier moment pour protéger Léo d'un scandale, sans se rendre compte que le ramener, c'est le condamner. Si on m'arrête, je laisserai ce compte ouvert sur mon téléphone et je donnerai le mot de passe à mon avocat. Je veux que l'histoire soit connue. Modification 1. Nous sommes aux urgences. Ils ont activé le protocole de maltraitance infantile en voyant le dos de Léo. 2 infirmières et un médecin légiste sont venus. Ils prennent des photos. Léo a peur, mais je lui ai dit que ce sont des médecins super-héros. La mauvaise nouvelle, la police est déjà arrivée à l'hôpital. Quelqu'un a dû les prévenir en voyant l'alerte dans le système, où Marcos a tracé la voiture. Il y a 2 officiers qui parlent avec mon avocat dans le couloir. Je vois Marcos à travers la vitre de la salle d'attente. Il leur parle, gesticulant avec ce visage de père inquiet. Il ne ressemble pas au monstre qu'il est. Il ressemble à un citoyen respectable. Il m'a vu. Il m'a souri. Un petit sourire froid. Je vais sortir leur parler. Souhaitez-moi bonne chance. Si ça tourne mal, c'est mon dernier message avant un bon moment. Modification 2. Rebecca panique. Marcos essaie d'entrer dans la salle d'examen. Le médecin lui a bloqué le passage. Dieu merci pour les médecins. Mon avocat me dit de ne pas dire un mot. Pas un seul mot. La police vient vers moi. Mise à jour 4. Je suis libre. Pour l'instant. Ce qui s'est passé à l'hôpital était digne d'un film. Les policiers ont essayé de m'arrêter pour enlèvement de mineurs. Marcos était là, jouant le rôle de sa vie, monsieur l'agent, mon beau-frère a des problèmes mentaux. Il est obsédé par mon fils. S'il vous plaît, je veux juste les ramener à la maison. Ils étaient sur le point de me passer les menottes. Rebecca pleurait dans un coin, incapable de parler. Marcos s'est approché d'elle et lui a mis une main sur l'épaule. Rentrons à la maison, chérie. Tout est pardonné. Et c'est là que Léo a parlé. Mon petit-neveu de 8 ans, avec sa blouse d'hôpital trop grande, s'est détaché de l'infirmière, a couru et s'est mis devant sa mère, repoussant la main de Marcos. Non, a-t-il crié avec une force qui a fait taire toute la salle d'attente. Ne l'emmène pas, tu es méchant. Tu as frappé maman et tu m'as fait dormir dans le pipi. Le silence était absolu. L'officier qui me tenait le bras a desserré sa prise. Marcos est devenu rouge. Une veine pulsait sur son front. Pendant une seconde, son masque est tombé. Il a levé la main comme pour gifler Léo, par instinct. Là, juste devant la police et les médecins. Il s'est arrêté à la dernière seconde, mais tout le monde a vu. Le médecin a vu. Les policiers ont vu. J'ai vu. Ça suffit, a dit le médecin en se plaçant entre Marcos et Léo. Officier, cet enfant présente des signes clairs de maltraitance systématique et de malnutrition sévère. Si vous laissez cet homme l'emmener, je vous tiendrai personnellement responsable devant l'ordre des médecins. L'attitude de la police a changé instantanément. Ils ont séparé Marcos de nous. Ils ont pris ma déposition, mais ne m'ont pas formellement arrêté grâce au témoignage du médecin. En ce moment, une ordonnance de protection d'urgence a été émise contre Marcos pour Léo et Rebecca. Les services sociaux ont pris la garde temporaire de Léo, mais l'ont confié à ma grand-mère maternelle, qui vit à 2 heures de route, pendant que l'enquête se poursuit. Car Rebecca est en évaluation psychologique et je suis techniquement toujours suspect jusqu'à ce que l'affaire de violation de domicile soit éclaircie. L'audio. J'ai remis l'audio. Les policiers l'ont écouté. Le visage de Marcos quand ils ont joué la partie où il menace Rebecca, ça n'avait pas de prix. Nous n'avons pas encore gagné. Marcos a déjà appelé son cabinet et a une équipe de défense. Ce sera une guerre longue et sale. Mais Léo dort chez ma grand-mère, en train de manger des biscuits et de regarder des dessins animés, loin de cette maison de l'horreur. Rebecca est toujours en état de choc, mais elle a accepté de suivre une thérapie. Elle m'a dit tout à l'heure, merci d'avoir cassé la porte. Je vais avoir besoin d'argent pour le procès. Je vais avoir besoin de beaucoup de force. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Merci. Si vous ne m'aviez pas poussé à agir, si vous n'aviez pas validé le fait que ce qui se passait n'était pas normal, je serais peut-être aujourd'hui en train de regretter une tragédie. Je continuerai à vous informer quand le processus légal commencera. Ça ne fait que commencer. Mise à jour 5.
Bonjour à tous. Je sais que près de 3 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour à l'hôpital. Beaucoup m'ont écrit en privé pour me demander si j'étais toujours en vie ou si Marcos avait mis ses menaces à exécution. Désolé pour le silence, mais mon avocat m'a conseillé, ou plutôt ordonné, de me taire et de ne rien publier sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il y ait un jugement définitif ou un accord, pour ne pas donner de munitions à la défense de Marcos. Aujourd'hui, je peux enfin parler, et j'ai beaucoup à raconter. Les 90 derniers jours ont été, sans exagérer, l'enfer bureaucratique et émotionnel le plus intense que j'ai jamais vécu. Si vous pensiez que sortir Léo de cette maison était la fin, vous vous trompiez. Ce n'était que le début d'une sale guerre. La semaine après l'incident à l'hôpital, Marcos n'est pas resté les bras croisés. Comme il est avocat et qu'il a des contacts, il a lancé une campagne de dénigrement brutal contre moi. J'ai soudainement reçu une notification de mon travail. Quelqu'un avait envoyé un dossier anonyme aux ressources humaines, suggérant que j'avais des comportements inappropriés avec des mineurs et un historique d'instabilité mentale. Heureusement, mon patron me connaît depuis des années et sait que c'est faux, mais on m'a mis en congé administratif temporaire le temps que la situation légale s'éclaircisse. Marcos a tenté de peindre le tableau d'un oncle célibataire, obsédé par son neveu, qui aurait lavé le cerveau d'une femme émotionnellement fragile, ma sœur, pour détruire une famille parfaite. Il est même allé jusqu'à déposer une plainte affirmant que j'avais manipulé l'audio que j'ai fourni à la police en utilisant l'intelligence artificielle. Oui, nous en sommes arrivés à ce niveau de folie. Nous avons dû dépenser toutes mes économies et une partie de la retraite de ma grand-mère en experts informatiques pour authentifier l'audio et en psychologues légistes indépendants pour Léo. Pendant le premier mois, Rebecca a vécu avec ma grand-mère et Léo. J'allais les voir tous les jours. Au début, elle était catatonique. Elle avait peur de sortir. Marcos lui envoyait des emails. Malgré l'ordonnance de protection, il utilisait de faux comptes pour lui dire que s'il revenait, il lui pardonnerait son écart, mais que si elle continuait avec le divorce et la garde, il la laisserait à la rue et s'assurerait qu'elle ne reverrait plus jamais Léo. Ce qui l'a vraiment réveillé, ce n'est ni moi, ni ma grand-mère. C'est la banque. En essayant d'accéder au compte joint pour acheter des vêtements pour Léo, car ils étaient partis sans rien, Rebecca a découvert que Marcos avait tout vidé. Et pas seulement ça, elle a trouvé un historique de virement vers un compte au nom de la mère de Marcos, datant de 2 ans. Il planifiait depuis 2 ans de la laisser sans rien. La punition de Léo, la froideur, tout faisait partie d'un plan pour l'user jusqu'à ce qu'elle parte ou se suicide, le laissant avec l'enfant et l'argent. Voir les chiffres en rouge a été l'étincelle de fureur dont Rebecca avait besoin. Elle a cessé d'être la victime effrayée et est devenue une mère lionne. Elle a rencontré mon avocat et lui a remis des journaux intimes qu'elle avait écrits et cachés, de vieilles photos de Bleu qu'elle gardait dans un cloud secret et, plus important encore, elle a témoigné sur des accidents passés de Léo qui n'en étaient pas. L'audience finale pour la garde a eu lieu il y a 3 jours. Marcos est arrivé au tribunal, impeccable dans un costume 3 pièces, avec un sourire qui disait « rien à signaler ». Son avocat a tenté de faire rejeter l'audio, arguant qu'il avait été enregistré sans consentement dans un domicile privé. Le juge, un homme âgé à l'air sévère, a admis la preuve en vertu de l'exception de protection de l'enfance. Mais ce qui a détruit Marcos, ce n'est pas l'audio, c'est le rapport du pédiatre légiste. Le médecin a détaillé non seulement la malnutrition, Léo était au 10e percentile de poids pour son âge, mais aussi des microfractures aux côtes datant d'1 an, qui avaient mal guéri. Quand le juge a lu cela à haute voix et a regardé Marcos, j'ai vu le masque de mon beau-frère se fissurer. Monsieur Marcos, a dit le juge, votre défense prétend que vous appliquiez une discipline stricte. Considérez-vous que fracturer une côte relève de la discipline? Marcos, dans son arrogance, a commis l'erreur de sa vie. Il s'est levé et a dit, votre honneur, cet enfant est incontrôlable. Sans moi, ce serait un délinquant. Quelqu'un doit mettre de l'ordre quand la mère est une incapable et l'oncle est un, son avocat a essayé de le faire taire, mais il était trop tard. Marcos s'est mis à crier. Il a crié que le système était féminisé, que personne ne comprenait ce que c'était d'élever un garçon, que je lui avais volé son fils. Il est devenu si agressif que les huissiers ont dû l'entourer. C'était la confirmation visuelle de tout ce que nous avions dit. Un narcissique perdant le contrôle en public. Le verdict a été sans appel. Garde exclusive pour Rebecca. Retrait de l'autorité parentale pour Marcos, ce qui est très difficile à obtenir dans mon pays, mais compte tenu de la violence physique prouvée, cela a été accordé.
Une ordonnance de protection de 500 mètres pour 5 ans. Marcos fait maintenant face à un procès pénal distinct pour coups et blessures graves et maltraitance infantile. Avec les preuves médicales, il est très probable qu'il aille en prison, même pour une courte période. Nous sommes sortis du tribunal en tremblant, mais en respirant de l'air pur pour la première fois depuis des années. Léo va mieux. Je ne dirais pas qu'il va bien, car ce serait un mensonge. Il fait des cauchemars. Parfois, si j'élève la voix par enthousiasme ou si une assiette tombe, il surine dessus de peur. Nous suivons une thérapie familiale chaque semaine. Mais hier, quelque chose de magnifique s'est produit. Nous étions dans mon appartement. Rebecca et Léo ont temporairement emménagé avec moi le temps qu'ils trouvent un endroit sur et vendent l'ancienne maison. Nous avons commandé une pizza. Léo m'a regardé et a demandé, « Tonton, si je ne finis pas ma pizza, tu vas m'enfermer ?» J'ai eu la gorge nouée. « Non, champion, lui ai-je dit. Si tu ne la finis pas, on la gardera pour le petit déjeuner. Ici, personne ne t'enfermera plus jamais. Tu as la clé de ta chambre, tu te souviens ?» Il a souri. Un vrai sourire, avec toutes ses dents. Et il a continué à manger. Rebecca a commencé à chercher du travail. Elle est comptable, mais elle a arrêté de travailler à la naissance de Léo parce que Marcos avait insisté. Elle est un peu rouillée, mais elle a une soif de vivre contagieuse. Moi, je suis toujours célibataire, je continue de créer des logos, mais maintenant j'ai une mission différente. Mon compte en banque est à zéro à cause des avocats, mais quand je vois mon neveu dormir paisiblement sur le canapé, sans peur que quelqu'un le réveille en criant, je sais que je suis l'homme le plus riche du monde. À tous ceux qui ont lu ceci, merci. Merci de m'avoir dit que je n'étais pas fou. Merci de m'avoir poussé à casser cette porte. Si je ne l'avais pas fait cette nuit-là, si j'avais attendu le lendemain matin, le médecin nous a dit que la déshydratation et l'hypothermie de Léo, due au fait de dormir par terre sans vêtements, auraient pu lui causer des dommages rénaux permanents, ou pire. Si vous voyez quelque chose d'étrange dans la famille de quelqu'un, ne vous taisez pas. Ne présumez pas que c'est leur façon d'éduquer. Parfois, un oncle qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas est la seule chose qui se dresse entre un enfant et une tragédie. Je dis adieu à ce conte. J'ai besoin de laisser cette étape derrière moi et de me concentrer sur la reconstruction de ma famille. Prenez bien soin de vous.